Une semaine avant Noël, mon père a fait miroiter à mes enfants des cadeaux qui n'ont jamais existé. Le jour de Noël, tout ce dont ils rêvaient est apparu, parfaitement emballé sous le sapin, mais uniquement pour les petits-enfants préférés. Je n'ai pas fait de scène, nous sommes simplement partis en silence. Le lendemain matin, 17 appels manqués et un message de ma grand-mère ont révélé la trahison que ma famille avait voulu cacher. Je m'appelle Adrien, j'ai 34 ans et je suis père de 2 enfants, Lucas, qui a eu 7 ans, et Eva, qui a soufflé ses 5 bougies le mois dernier. Je travaille à plein temps comme chef de projet dans une entreprise du BTP, tandis que ma femme Céline se consacre au foyer, gérant la tempête quotidienne de rire, de colère, de jouets éparpillés et de dessins au feutre collés partout. Notre vie n'est pas parfaite, mais nous avons construit une petite bulle de calme au milieu du chaos. Chez nous, Noël a toujours été sacré, non seulement pour les cadeaux, mais pour ce que représente la décoration des sablés, le visionnage de vieux films d'animation, l'installation du train électrique autour du sapin et la répétition chaque année des mêmes rituels que les enfants adorent. Nous faisons tout notre possible pour que cette saison soit magique. Alors, quand mon père a appelé une semaine avant Noël, je n'y ai pas trop réfléchi. Il n'a jamais été affectueux, c'est un ancien militaire, sérieux, de ces hommes qui croient qu'une poignée de main remplace toute expression d'affection. Pourtant, il essayait depuis un certain temps de se rapprocher, ou du moins de feindre un effort. Ce mardi après-midi, alors que je nettoyais des restes de spaghettis sur le sol et que Céline essayait de faire mettre leur pyjama aux enfants, j'ai vu au papa sur l'écran et j'ai répondu en m'attendant à quelque chose de routinier, qu'est-ce que j'apporte pour le dîner ou une question rapide. Mais non. Sa première phrase fut, peux-tu me passer les enfants? Je veux leur demander ce qu'ils veulent cette année. Je suis resté immobile. Il n'avait jamais fait une chose pareille. Jamais. Quand j'étais petit, être généreux pour lui signifiait une enveloppe avec 20 € glissés dans une carte de vœux générique. C'est pourquoi j'ai hésité, mais j'ai aussi ressenti une lueur d'espoir. Peut-être qu'il changeait. Peut-être que nos petites tentatives pour maintenir le lien portaient leurs fruits. Les enfants, bien sûr, ont réagi comme si le Père Noël en personne les avait appelés. Lucas a pris le téléphone en premier, suivi d'Eva, et tous deux ont parlé en même temps, répétant leur liste. Une voiture Lego, un micro rose avec des lumières, une foule de choses que seul un enfant peut prononcer avec une telle émotion. Mon père a même pris des notes, posé des questions, ri quelquefois et a terminé par « On va voir ce que le Père Noël peut faire ». Quand nous avons raccroché, Eva sautait de joie dans tout le salon. « Papy va m'apporter le micro », cria-t-elle, fascinée. Et c'est ainsi qu'a commencé le conte à rebours de Noël chez nous. Le lendemain, ils se sont tous les deux assis pour dessiner ce qu'ils voulaient. Lucas a fait une esquisse d'un vélo rouge avec des petites roues blanches. Eva a dessiné un microphone entouré d'étoiles, comme si elle imaginait déjà ses débuts musicaux. Nous avons accroché les dessins sur le réfrigérateur. Céline a même pris une photo et l'a envoyée à mon père au cas où il aurait besoin d'un rappel. Ce soir-là, alors que nous regardions les enfants chanter des chants de Noël en utilisant des cuillères comme microphone, elle a dit à voix basse, « Ils sont très excités. » Quel geste de la part de ton père. J'ai voulu la croire. Vraiment, mais quelque chose en moi restait inquiet, comme si un avertissement se formait en arrière-plan. Mon père n'a pas qu'un seul fils. J'ai un frère aîné, Mathieu, âgé de 38 ans. Il est marié à Sylvie et a des jumeaux, exactement de l'âge de Lucas. Bien que nous ayons grandi dans la même maison, nos expériences n'auraient pas pu être plus différentes. Mathieu a toujours été le favori, le sportif vedette, médaille, bourse d'études, tandis que j'étais celui qui ramenait des travaux d'art qui finissaient oubliés dans un tiroir. Quand il s'est marié, mon père a payé sa lune de miel. Quand je me suis marié avec Céline, j'ai reçu un « tu t'en sortiras » et une tape dans le dos. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de lui il y a longtemps, mais cette année, il avait contacté mes enfants. Il leur avait promis des choses et eux, dans leur innocence, l'avaient pris comme un engagement absolu. Le matin de Noël est arrivé, silencieux et frais. Nous avons déjeuné de nos traditionnelles brioches de Noël, ouvert les cadeaux du Père Noël et profité de ce chaos familial que nous chérissons tant. Ensuite, comme chaque année, nous sommes montés en voiture pour aller chez mes parents à midi pour la grande réunion de famille. Les enfants avaient leurs dessins dans leur sac à dos, impatients de les montrer à leur grand-père. Sera-t-il rouge ou vert, a murmuré Lucas, imaginant son futur vélo. Nous sommes arrivés à 12h15 chez mes parents, la même maison de type meulière de toujours,
avec des guirlandes lumineuses sur le porche et un grand nœud rouge sur la porte. La voiture de Mathieu était déjà là. En entrant, nous avons entendu des rires venant du salon. Les jumeaux sont passés en courant et c'est alors que j'ai vu. Le sol était couvert de restes de papier cadeau, de rubans déchirés, de boîtes empilées, de jouets neufs partout. Les jumeaux de Mathieu jouaient déjà avec des voitures télécommandées, des ensembles Lego, de nouvelles tablettes, et juste au centre du tapis se trouvait le vélo rouge avec des petites roues blanches, celui-là même que Lucas avait dessiné. Pas un similaire, le même, la même marque, les mêmes détails, jusqu'aux autocollants de flammes. Et à côté, le microphone rose avec des lumières et un support brillant dont Eva avait rêvé. Lucas s'est arrêté. Eva aussi. Aucun n'a rien dit, ils ont juste regardé, déconcertés. « Papa, ce sont les nôtres » a demandé Lucas à voix basse. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon père est apparu depuis le couloir avec une tasse de café à la main, riant d'un commentaire de Mathieu. Quand il a vu mes enfants, son sourire a vacillé un instant, mais il a rapidement repris son expression habituelle. « Ah, vous voilà. Joyeux Noël à tous. » Eva m'a tiré par la manche. « Papa, c'est le mien ?» Céline s'est accroupie et leur a dit « Allons à la cuisine. » Sa voix était calme, mais sa mâchoire tremblait. Je n'ai rien dit non plus. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé d'explication. J'ai seulement regardé Mathieu, confortablement installé sur le canapé, nous ignorant comme si nous étions invisibles, et j'ai senti quelque chose se fermer en moi. Nous sommes restés exactement 22 minutes dans cette maison, juste assez pour faire un tour, manger quelques bouchées et éviter les questions. Lucas n'a jamais enlevé son manteau. Eva a à peine parlé. Personne n'a demandé pourquoi nous partions si vite. Cette nuit-là, allongé, je fixais le plafond sans pouvoir fermer les yeux tandis que Céline disait doucement, il le savait, Adrien. Ton père savait exactement ce qu'il faisait. Je n'ai pas pu répondre. La seule chose que je voyais encore et encore, c'était le visage de Lucas réalisant que le vélo n'était pas pour lui. Cette tentative de sourire en feignant que cela ne l'affectait pas. Je n'ai pas dormi de la nuit. À 6h43 du matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Puis encore et encore. Il y avait quelque chose qui clochait dès l'instant où j'ai vu l'écran de mon mobile ce matin-là. 17 appels manqués. Ma mère, mon frère, même un de mon père. Mais aucun de ceux-là n'importait vraiment, car parmi eux se trouvait un unique message qui m'a glacé le sang. Il venait de ma grand-mère paternelle, cette même femme de 87 ans qui, malgré son âge, est plus lucide que nous tous réunis. Elle ne se mêle jamais des conflits familiaux. Elle préfère rester en marge, tricoter ses pulls éternels et cuire ses gâteaux qui ont le goût exact de l'enfance. C'est précisément parce qu'elle n'écrit presque jamais. Quand elle le fait, c'est que quelque chose ne va pas. Son message était une seule phrase. Ils ont dit aux enfants que les cadeaux venaient de ton père, pas du Père Noël. Je me suis redressé dans le lit si brusquement que j'ai fait sursauter Céline. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, encore endormie. Je lui ai tendu le téléphone sans un mot. Elle a lu le message, cligné des yeux plusieurs fois et murmuré « Ce n'est pas possible. » J'aimerais bien, ai-je répondu, sentant le tremblement dans mes mains. Ce n'était pas de la simple colère, c'était cette sensation froide dans l'estomac. Quand on confirme que ce qu'on redoutait était pire que ce qu'on imaginait. Il ne s'agissait pas seulement du fait que Lucas et Eva n'aient pas reçu les cadeaux qu'on leur avait promis. Non. Ce qui m'a anéanti, c'est de découvrir que mon père avait pris chacune des choses que mes enfants désiraient et les avait données aux enfants de Mathieu. Copié mot pour mot, désir pour désir, comme si mes enfants n'étaient qu'un catalogue dans lequel choisir. Et ensuite, pour couronner le tout, il s'en est vanté. Il s'est pavané en disant « Regardez ce que papy leur a trouvé ». Ce n'était plus de la simple préférence, c'était de la cruauté. J'ai ignoré tous les appels qui ont suivi. Je n'ai pas non plus répondu aux messages du type « Pourquoi êtes-vous parti si tôt » ou « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Je savais que si je parlais, je finirais par dire quelque chose d'irréparable. J'ai passé la matinée dans une sorte de brouillard émotionnel, regardant mes enfants jouer en silence avec les jouets de la maison, feignant de ne pas remarquer l'absence de ce qu'ils avaient désiré toute la semaine. C'est ce qui m'a le plus brisé le cœur. Ils n'ont pas posé de questions, n'ont pas pleuré, ils ont simplement accepté. Plus tard, Céline s'est assise à côté de moi pendant que les enfants regardaient un film.
Elle s'est penchée vers moi et a murmuré, « L'année prochaine, nous ne reviendrons pas. » J'ai simplement hoché la tête. Nul besoin d'en discuter. Nous étions complètement sur la même longueur d'onde, comme si nous avions tous les deux signé un accord silencieux. Je ne ressentais pas de tristesse, juste un épuisement profond. La fatigue d'être toujours le second choix, de voir mon père admirer les enfants de Mathieu parce qu'il lisait un livre seul, tout en ignorant que Lucas est dans un programme avancé et qu'Eva s'est déjà éplée kangourou à l'envers. Et j'aurais laissé l'affaire là si mon téléphone n'avait pas sonné le lendemain. C'était Mathieu. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Je supposais que ce serait des excuses maladroites ou une excuse forcée à propos d'une confusion, mais ce que j'ai entendu m'a stupéfié. Et, Adrien, écoute, merci d'être parti tôt hier. Comme ça, les jumeaux ont eu plus de temps pour jouer sans avoir à partager. Ah, et maman a dit que tes enfants n'ont pas reçu grand-chose cette année, alors on a des trucs en trop. Si vous voulez passer ce week-end, parfait. Sans rancune. J'ai écouté ce message 2 fois. Puis une 3e. Céline était derrière moi, les poings serrés. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas pu dire ça. Il l'a dit, ai-je répondu. Je l'ai sauvegardé. C'est là. Quelque chose en moi s'est fracturé à ce moment-là. Pas une rupture explosive, mais une fissure profonde, une de celles qui restent invisibles jusqu'à ce que la pression commence à s'accumuler. Et de la pression, il allait y en avoir, car le silence n'a pas duré. Au contraire. Ma mère a commencé à envoyer des photos sur le groupe WhatsApp familial. Des images des jumeaux de Mathieu sur le vélo, chantant dans le micro de karaoké. Chaque photo accompagnée de commentaires comme « Ils s'amusent comme des fous ». Papy a assuré cette année. Pas un mot sur Lucas ou Eva. Puis sont venues les publications sur Facebook. Plus de photos des jumeaux avec les cadeaux et mon père commentant « J'ai dû faire jouer quelques contacts pour obtenir ça, mais ça en valait la peine pour mes garçons. » Mes garçons, comme si les autres petits-enfants n'existaient pas. La limite de Céline a été atteinte quand elle a vu une photo du vélo rouge publiée par Sylvie. La légende disait, oncle Adrien a dit que c'était celui que Lucas voulait. Bon choix, Adrien. Il est parfait pour nos petits. Elle est entrée dans la chambre, le portable à la main comme s'il la brûlait. Il se vante, dit-elle d'une voix tremblante. Il savait que ces cadeaux étaient pour nos enfants et il nous le frotte au visage. Je n'ai pas répondu. J'étais piégé, à regarder encore et encore le message de ma grand-mère, me demandant ce qu'elle avait bien pu voir. Si quelqu'un dans cette maison avait eu ne serait-ce qu'une seconde de doute en voyant le vélo ou le microphone. Si quelqu'un avait dit, ce n'était pas pour eux. Mais il est clair que non. La goutte d'eau a fait déborder le vase le soir du Nouvel An. Nous avions décidé de le passer seuls, tous les 4. Céline a préparé du pop-corn. Nous avons construit une sorte de forteresse avec des couvertures et les enfants sont restés éveillés pour voir le décompte de minuit pour la première fois. C'était une nuit parfaite, de celle qui ressemble à un nouveau départ en douceur, une chance de laisser le mauvais derrière soi. Je me suis permis de croire que nous avancions, jusqu'à ce que, vers 1h du matin, je reçoive un message de ma cousine Juliette. Nous ne sommes pas proches, mais elle a toujours été aimable. Elle était à la fête du Nouvel An chez mes parents, à laquelle, bien sûr, nous n'avions pas été invités. Son message était bref. Salut, juste pour que tu saches, Mathieu dit que tu es parti en colère à Noël parce que tu n'as pas reçu de cadeau pour toi, que les enfants n'ont rien remarqué et que Céline exagère. Les gens en riaient ce soir. Je l'ai lu, puis relu, et pour la première fois depuis le début de tout ça, j'ai vu rouge. Non seulement ils avaient ignoré mes enfants, non seulement ils avaient pris leurs cadeaux. Maintenant, ils déformaient l'histoire, nous peignant comme les méchants, disant que j'étais capricieux et que Lucas et Eva ne l'avaient même pas remarqué. Il ne suffisait pas de leur enlever leur illusion. Maintenant, ils voulaient aussi nous enlever la vérité. La sensation fut si immédiate que j'ai presque pu l'entendre. Quelque chose s'est refermé dans ma poitrine, comme si une porte avait été claquée avec force de l'intérieur. Je suis resté immobile quelques secondes, essayant de reprendre mon souffle et de digérer ce que je ressentais. Je n'ai pas répondu à Juliette, je n'ai pas répondu à mes parents, je n'ai même pas pensé à le faire. Je n'avais ni l'énergie, ni la clarté, ni l'envie d'entrer à nouveau dans ce cycle de conversation manipulée où rien ne se résout et où tout est déformé. Alors je me suis assis devant mon ordinateur portable, j'ai pris une profonde inspiration et,
sans le prévoir, j'ai commencé à écrire. Mais ce n'était pas un message, ni un discours, ni une tentative d'expliquer ma version. C'était une liste. Une liste qui est devenue de plus en plus longue, précise et douloureuse. Je me suis forcé à me souvenir de chaque situation des 10 dernières années où ma famille nous avait traités, moi et mes enfants, comme si nous étions une extension gênante de quelque chose de plus important. Chaque détail que j'avais ignoré, chaque commentaire que j'avais laissé passer, chaque moment que j'avais minimisé pour ne pas faire de vagues. J'ai écrit sur les scènes de fête où on nous plaçait à la table d'appoint qui tenait à peine dans la pièce. Je me suis souvenu des anniversaires où personne n'avait pris le temps d'appeler Lucas ou Eva, bien qu'ils partagent des photos souriantes célébrant un quelconque accomplissement des jumeaux de Mathieu. J'ai remémoré des conversations où le nom de Mathieu était célébré comme s'il était le pilier de la famille, tandis que ma présence était traitée comme un rappel gênant de mes supposées failles. Texte après texte, j'ai passé en revue des moments qui avaient toujours été justifiés par des phrases comme « ne le prends pas comme ça » ou « tu sais comment est la famille ». Mais maintenant, je comprenais que ce n'était pas des négligences, pas des erreurs. C'était du favoritisme, intentionnel, constant, cruel. Un schéma parfaitement établi. Pour la première fois, cependant, je n'étais pas disposé à l'ignorer. Je n'allais pas minimiser son importance ni permettre que cela affecte mes enfants, surtout quand ils essayaient de transformer tout ce conflit en un problème que, selon eux, j'avais provoqué. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je n'avais pas de plan, mais j'avais une certitude. Ils avaient commencé cette histoire, et c'est moi qui déciderais de sa fin. Et quand ce moment viendrait, ils comprendraient que 2 cadeaux supplémentaires et un peu d'humilité leur auraient épargné bien des conséquences. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, quelque chose est arrivé qui a tout bouleversé, quelque chose qui a réduit les cadeaux, les appels manqués, les publications et même les mensonges à la catégorie de simples avertissements. Tout a commencé le jour où j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres, une lettre écrite de la main sans équivoque de mon père. Elle était arrivée un jeudi après-midi. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais ce n'était pas nécessaire. L'écriture était si caractéristique, si rigide et froide, que j'aurais pu la reconnaître même sans lunettes. Elle se trouvait entre la facture de chauffage et un prospectus de supermarché. Pendant quelques secondes, j'ai pensé à la jeter sans l'ouvrir, comme on se débarrasse d'une enveloppe suspecte. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la curiosité, ou peut-être une partie de moi, fatiguée mais encore vulnérable, qui avait besoin de confirmer ce qu'elle pressentait. Céline était sortie. Elle avait emmené Eva à son cours de danse. Pendant ce temps, Lucas était par terre, construisant une tour avec ses pièces magnétiques, complètement étranger à tout cela. J'ai pris l'enveloppe et je l'ai ouverte avec la pointe d'un couteau à beurre, presque avec précaution. À l'intérieur, il y avait une seule feuille, pliée. Pas de salutation ni de signature, juste 10 lignes courtes, directes et écrites avec une froideur glaciale. Ton comportement à Noël a été égoïste. Tu as fait honte à ta mère. Mathieu a toujours pris soin de cette famille, pas comme toi. Tu es parti sans rien expliquer. Tu as fait pleurer tes enfants pour attirer l'attention. Tu éloignes Céline de nous. Tu n'es pas le bienvenu tant que tu ne t'excuseras pas. Ceci est ton avertissement. Ne monte pas tes enfants contre leur famille. Règle ça ou éloigne-toi. J'ai lu ce papier plusieurs fois. Chaque ligne pesait plus que la précédente. Ce n'était pas une lettre, c'était une réprimande, une évaluation rédigée par quelqu'un qui avait déjà décidé du résultat. C'était le genre de message qui ne cherche pas le dialogue ni la réflexion, mais à réaffirmer le contrôle. Mon père n'avait jamais compris la vulnérabilité, ni l'affection, ni l'empathie. Ce qu'il maîtrisait, c'était la hiérarchie, la structure, la réputation et l'obéissance. Et si vous brisiez cette image parfaite qu'il voulait projeter, vous deveniez automatiquement la honte. J'ai replié la feuille et l'ai glissée dans l'enveloppe. Je l'ai cachée dans le tiroir de la cuisine, entre des piles usagées, des manuels d'électroménager et des reçus oubliés. Je ne voulais pas que Céline la voie, pas à ce moment-là. Je ne voulais pas lui montrer qu'il pouvait encore me blesser autant, même si c'était le cas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le silence de la maison faisait plus de bruit que n'importe quelle discussion. Le bourdonnement du réfrigérateur, le craquement du plafond, la respiration tranquille de tout le monde sauf moi. Mon esprit répétait scène après scène, le visage confus de Lucas, le message vocal de Mathieu plein de victimisation,
les commentaires sur les réseaux sociaux et cette lettre qui résumait toute mon enfance en 10 lignes cruelles. Une partie de moi voulait conduire jusqu'à la maison de mes parents et affronter mon père avec la lettre à la main, lui demander à voix haute s'il s'écoutait vraiment quand il parlait. Mais je savais que cela ne mènerait à rien. Il doublait toujours la mise, ne reculait jamais, n'admettait jamais, n'écoutait jamais. Alors je n'y suis pas allé. Et au lieu d'exploser, j'ai commencé à m'effondrer lentement. Je n'ai pas crié, je n'ai pleuré devant personne, je n'ai pas eu d'effondrement visible. J'ai simplement perdu de l'énergie. Je restais à fixer l'écran au travail sans même ouvrir un email. Parfois, des heures passaient sans que je m'en rende compte. J'ai perdu l'appétit. J'ai cessé de répondre aux appels. Je revivais tout encore et encore, me demandant si peut-être c'était moi qui avais tort, si j'avais exagéré, si tout était de ma faute. Cette partie, ce doute, fut ce qui m'a fait le plus de mal. Céline l'a remarqué, elle le remarque toujours. C'est l'une des rares personnes qui voit vraiment au-delà du « ça va, je suis juste fatiguée ». Un soir, après avoir couché les enfants, elle s'est assise avec moi sur le canapé. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste regardé comme si elle attendait que je laisse tomber le masque que je portais depuis des semaines. « Tu as le droit d'être en colère, Adrien, dit-elle finalement d'un ton doux mais ferme. Tu n'as pas à tout porter tout seul. Je n'ai pas su quoi répondre. Elle a pris ma main, entrelaçant ses doigts avec les miens sans serrer. Mais je ne les laisserai pas te détruire à nouveau. Pas cette fois. À cet instant, j'ai senti que quelque chose en moi cédait, que mon corps maintenait depuis des semaines une tension absurde. J'ai murmuré, ce n'est pas seulement pour Noël, c'est tout. C'est toute ma vie. J'ai l'impression de me battre pour une place à une table où je n'ai jamais été invité. Et maintenant que j'ai arrêté d'essayer, ça fait encore plus mal. Cette confession fut une fissure par où un peu de lumière est entrée. Je ne l'ai pas compris alors, mais cette conversation a marqué le début de ma guérison. Céline avait raison, il n'allait pas me briser, pas cette fois. Et s'il voulait une guerre émotionnelle, il ne l'obtiendrait pas à leurs conditions. Je construirais mes propres limites. La première chose que j'ai faite a été de bloquer le numéro de mon père. C'était un geste simple, mais libérateur. J'ai senti que je fermais enfin une porte qui était restée entrouverte pendant des décennies. Ensuite, j'ai arrêté de suivre Mathieu et sa femme sur les réseaux sociaux. J'ai nettoyé le groupe familial, j'ai sauvegardé des photos dans des dossiers privés et j'ai retiré les dessins de Noël du réfrigérateur. Je les ai placés dans une armoire de mon bureau où personne d'autre ne les jugerait ou ne les critiquerait. Puis j'ai dirigé cette énergie vers moi-même. J'ai recommencé à me lever tôt, non pas pour avancer des tâches ou pour travailler, mais pour quelque chose à moi. J'ai pris un carnet de croquis que j'avais gardé depuis avant que la vie ne soit remplie de responsabilités. Chaque matin, je consacrais 15 minutes à dessiner le jardin, ma tasse de café ou Lucas construisant un fort avec des couvertures. Ces minutes étaient comme reprendre de l'air après un long moment sous l'eau. Céline l'a vu et, sans le dire, a commencé à m'offrir ces espaces. Elle se levait plus tôt, préparait le café et me laissait le silence nécessaire. Juste un baiser sur la joue, juste un regard qui disait sans mots, je te vois. Et puis la deuxième vague est arrivée, plus profonde et plus claire. Je me suis concentré entièrement sur mes enfants. Je n'aurais jamais imaginé que les petits espaces de la vie quotidienne deviendraient mon refuge, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à être bénévole à l'école de Lucas, participant aux journées de lecture, aidant aux projets artistiques et partageant les heures de déjeuner avec les parents. Parallèlement, Eva et moi avons instauré une sorte de tradition hebdomadaire, les projets père-fille. Nous peignions des nichoirs, fabriquions des fleurs en papier ou transformions de vieilles boîtes en vaisseaux spatiaux. Il ne s'agissait pas simplement d'être là, mais d'être vraiment présent. Quelque chose en moi s'est détendu. Je riais plus, j'écoutais avec plus d'attention, je laissais très lentement derrière moi ce fardeau que je portais depuis des années. Sans m'en rendre compte, je construisais quelque chose de différent, quelque chose qui n'avait même pas de nom auparavant, une nouvelle version de nous, une forme de famille qui ne dépendait pas de la compétition, de la culpabilité, ni des comparaisons constantes, mais de la joie authentique, de l'acte simple mais profond d'accompagner. Fin février, quelque chose d'inattendu est apparu. Eva est rentrée de l'école avec un prospectus froissé entre les mains. Il y avait un spectacle de l'école où chaque élève pouvait faire une présentation accompagnée d'un parent ou d'un frère. Je pensais qu'elle choisirait Céline car elle avait toujours été la chanteuse de la maison et Eva l'adorait.
Mais ma fille est entrée en trompe dans le salon et m'a lâché sans reprendre son souffle. « Papa, tu dessines pendant que je chante. » J'ai cligné des yeux plusieurs fois, incrédule. « Tu veux que je dessine sur scène ?» Elle a hoché la tête avec un sourire si grand qu'il semblait illuminer la pièce. « Je vais chanter ma chanson de princesse et tu me dessineras avec des paillettes. » Dans la cuisine, Céline a éclaté de rire. « Te voilà engagée, star de l'art. » Pendant un instant, j'ai été tenté de dire non. Éviter les projecteurs avait toujours été mon refuge. Mais quand j'ai vu Eva, avec sa dent de devant manquante et les cheveux pleins de paillettes, j'ai su que je ne pouvais pas refuser. J'ai accepté. Pendant une semaine, nous avons répété à la maison. Elle chantait, parfois juste, parfois moins, tandis que je faisais des croquis d'elle avec une cape, un diadème ou des ailes. Nous avons préparé une immense affiche et décoré les bords avec des paillettes. Le soir du spectacle est arrivé, et je me suis assis sur scène, les jambes croisées et les feutres prêts, tandis qu'elle chantait de toute son âme. Le public a applaudi avec une énergie qui m'a pris par surprise. Sur le chemin du retour, Lucas s'est penché depuis le siège arrière. « C'était incroyable, papa. Tu dessines comme un magicien. » Son commentaire m'a touché plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais vraiment quelque chose à offrir, quelque chose qui ne dépendait pas de mon père, ni de mon frère, ni d'aucune absurde compétition familiale. C'était notre espace, notre accomplissement. Début mars, j'ai reçu un message d'un vieil ami d'école, Bastien, qui possédait maintenant un café avec un petit espace galerie pour les artistes locaux. Il avait vu un dessin que j'avais mis en ligne, sur une idée de Céline, et m'a écrit « As-tu déjà pensé à faire une mini-exposition ? J'ai un espace disponible. » J'ai hésité quelques secondes, mais j'ai répondu oui. Je me suis consacré 3 semaines complètes à préparer l'exposition « Illustrations sur la paternité, l'enfance, les moments tranquilles du quotidien ». Je n'ai pas fait beaucoup de publicité, j'en ai juste parlé à quelques amis, à quelques enseignantes de Lucas et à quelques voisins. Je m'attendais à ce que 10, peut-être 15 personnes viennent, mais ce soir-là, une 60aine sont apparues. Céline a apporté des cupcakes, Lucas a mis une cravate et Eva a distribué des autocollants qu'elle avait fait elle-même et qui disaient « Équipe papa ». Je me suis retrouvé entouré de mon art, de ma famille et de personnes qui voulaient vraiment voir ce que je faisais. Ce moment a été une révélation. Je ne reconstruisais rien de perdu. J'ascensionnais de manière silencieuse et ferme, pas à pas, depuis un endroit complètement nouveau. Pour la première fois de ma vie, je sentais que je n'avais besoin de l'approbation de personne. Et quand j'ai cru avoir enfin atteint un point de calme, la tempête est arrivée. Quelqu'un, je savais déjà qui, avait vu les photos du spectacle de l'école, de l'exposition, de notre vie tranquille, complète et éloignée de leur drame, et ne l'a pas supporté. La surprise suivante n'est pas arrivée par courrier ordinaire, mais par coursier privé. Le livreur a demandé une signature. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un document plié avec précision, une requête légale pour un droit de visite des grands-parents. En haut figurait le nom de mon père. En bas, ceux de mes enfants, Lucas et Eva. J'ai senti mes mains se glacer. Ma poitrine s'est serrée d'un coup. Ce n'était pas seulement une attaque contre moi, c'était une invasion directe contre mes enfants. Voir leurs noms imprimés sur ce papier a réveillé quelque chose qui sommeillait depuis des années. Ce n'était pas de la peur, c'était une clarté féroce, absolue, de celles qui n'apparaissent que lorsqu'on comprend qu'il n'y a plus de place pour reculer. Ils avaient franchi la dernière ligne possible. Je suis resté immobile dans le couloir, tenant le document pendant un temps qui m'a semblé une éternité. Mes mains tremblaient et je ne les remarquai que lorsque Céline m'a trouvé là, immobile, comme si on m'avait vidé de mon âme. « Adrien » a-t-elle murmuré en s'approchant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pu que lui tendre l'enveloppe. Elle l'a lu une fois, puis une autre. Son expression s'est effondrée. « Ils nous poursuivent en justice » a-t-elle murmuré, pour un droit de visite. J'ai hoché la tête, la mâchoire si tendue que ça me faisait mal. Elle a levé les yeux, incrédule. « Ils croient vraiment qu'ils peuvent faire une chose pareille ?» Je n'ai pas répondu. Mon esprit avait déjà commencé à travailler, non pas de manière anxieuse, mais stratégique. J'ai toujours été du genre à planifier, à analyser tous les scénarios possibles, mais cette fois ma pensée était différente, plus claire, plus froide, plus certaine. S'ils voulaient la guerre, pour la première fois, j'étais prêt à la mener.
Pas avec des impulsions, mais avec précision. Le lendemain matin, j'ai préparé le café, j'ai embrassé les enfants, je les ai emmenés à l'école comme n'importe quel jour, puis j'ai conduit directement à un petit cabinet d'avocats en centre-ville recommandé par un collègue de travail. Je n'ai pas appelé avant, je suis simplement entré avec les papiers à la main. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui sait gérer une demande de visite malveillante, ai-je dit. La réceptionniste a haussé un sourcil. C'est la 3e ce mois-ci. 10 minutes plus tard, j'étais assis en face d'une avocate d'environ 40 ans, tailleur impeccable et regard encore plus perçant. Maître Élodie. Elle n'a pas perdu de temps en politesse ni tenté d'adoucir l'atmosphère avec des commentaires inutiles. À peine entré dans son bureau, l'avocate m'a indiqué de m'asseoir d'un geste assuré et s'est immédiatement plongée dans les documents que je lui ai remis. Elle a examiné la requête avec un calme chirurgical, sans froncer les sourcils ni montrer de désarroi. Ses yeux ont parcouru chaque ligne comme si elle avait déjà anticipé tous les arguments. Quand elle a terminé, elle a levé les yeux vers moi avec une expression si ferme qu'on aurait presque pu la sentir comme un coup sur la table. Ils n'ont pas un dossier solide, a-t-elle déclaré d'une voix qui ne laissait aucune place à l'objection. Mais nous n'allons pas nous contenter de répondre. Nous allons contre-attaquer avec tout ce que nous avons. La façon dont elle l'a dit m'a forcé à me pencher en avant, comprenant exactement ce que ces mots impliquaient. Il ne s'agissait pas seulement de me défendre, mais de tout exposer. Chaque affront, chaque moment gênant, chaque preuve de négligence émotionnelle ou d'irresponsabilité. Il s'agissait de prendre toutes ces années de silence ravalé, de regards fuyants et de favoritisme flagrant et de les transformer en preuves. Plus nous démontrerions que la présence de mon père était sans importance, voire préjudiciable, plus notre argument serait solide. Et en plus de cela, l'avocate voulait qu'il soit clair qu'à la fin, mon père y réfléchirait à 2 fois avant d'essayer de salir à nouveau mon nom ou d'interférer dans la vie de mes enfants. Dès ce moment, je l'ai appréciée. Elle avait un style direct, transparent et une capacité impressionnante à identifier le point faible de n'importe quelle situation. Elle n'a pas essayé d'édulcorer mes attentes ni de m'offrir des promesses impossibles. Elle m'a parlé avec la précision de quelqu'un qui sait que si l'on doit mener une bataille, il faut le faire sans ciller. Et c'est ainsi qu'a commencé une nouvelle étape pour moi, une partie du processus que j'ai ironiquement fini par appeler pour plaisanter l'opération documentation. Ce qui m'a d'abord semblé être une simple tâche de collecte d'informations s'est finalement transformé en une quasi-mission de terrain. Pendant 2 mois complets, je suis devenu une sorte d'archiviste humain. Je me suis comporté comme un observateur constant, un collecteur silencieux qui ne laissait rien passer. J'ai sauvegardé des emails que j'avais ignorés à l'époque, de vieux messages textes, des captures d'écran de chaque publication passive-agressive que mon père ou Mathieu avaient faite sur les réseaux sociaux. J'ai même récupéré des messages vocaux que je pensais avoir supprimés il y a des années. Ce message désagréable que Mathieu a laissé une nuit sur ma messagerie vocale disant que je ne savais pas élever mes enfants, archivé. Les photographies de Noël où les désirs innocents de Lucas et Eva avaient été pris, découpés et réutilisés pour les présenter comme les désirs des enfants de Mathieu, sauvegardés dans un dossier avec commentaires, date et contexte. La lettre formelle qu'ils ont envoyée après l'incident familial, photocopiée, surlignée et annotée par moi et par l'avocate. Les récits que Juliette et ma grand-mère m'ont partagés, écrits avec précision, date, heure, lieu et signature notariée le cas échéant. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai contacté des personnes que j'avais perdues de vue depuis plus d'1 décennie. Des cousins, des tantes qui m'avaient un jour avoué à voix basse que mon père était plus dur avec moi. J'ai même obtenu le témoignage d'une voisine qui me gardait quand j'étais enfant et qui se souvenait parfaitement de la manière dont mon père faisait des différences visibles entre mes frères et moi. Chaque témoignage était une nouvelle pièce du puzzle. Et avec chaque pièce que nous ajoutions, l'image devenait plus claire et plus inquiétante. Ce n'était pas un malentendu isolé, c'était un schéma qui se répétait depuis des décennies, un cycle de règles non écrites où l'affection était un privilège sélectif et jamais un droit. Céline, de son côté, a été un véritable tourbillon pendant tout ce processus. Elle a examiné de vieux calendriers que nous avions gardés, cherché des reçus oubliés dans des dossiers d'impôts, organisé des chronologies étendues et détaillées. Elle a trouvé des preuves du nombre de fois où nous avions payé nos propres voyages pour les réunions de famille, tandis que mon père couvrait de sa propre poche les vols de Mathieu et de sa famille. Elle a également élaboré une feuille de comparaison avec les cadeaux d'anniversaire de nos enfants et ceux des jumeaux de Mathieu. La différence n'était pas seulement émotionnelle, mais clairement quantifiable. Nous avons même commencé à enquêter sur les événements scolaires et les découvertes ont été accablantes. Mon père avait assisté à des kermesses,
des présentations artistiques et des tournois sportifs des enfants de Mathieu, mais ne s'était jamais présenté à une seule activité de Lucas ou d'Eva. Jamais, pas une seule fois. Maître Élodie a rassemblé tout ce matériel et l'a compilé dans un immense classeur qu'ils ont fini par appeler l'historique des préjudices. Le nom semblait exagéré au début, mais dès que j'ai commencé à le feuilleter, j'ai compris sa justesse. Chaque page avait le poids d'une histoire mal gérée. C'était comme lire une étude psychologique d'une famille fracturée. Et le pire, c'est que ce n'était pas l'histoire des autres, c'était la mienne. Mais notre stratégie ne se limiterait pas uniquement à la défense. Le passé nous fournissait déjà du matériel, oui, mais nous ne nous attendions pas à ce que le présent nous livre une arme encore plus puissante. Un jour, j'ai reçu un bref message de ma grand-mère. 3 mots à peine, mais avec le poids d'un tremblement de terre. Il ne sait pas. Je l'ai appelé immédiatement, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qu'il ne sait pas, ai-je demandé, presque sans respirer. Il y a eu un bref silence, comme si elle arrangeait ses mots. Que je l'ai retiré de mon testament. Je suis resté paralysé quelques secondes. Comment ça? Je l'ai changé après le Noël de l'année dernière, a-t-elle expliqué. Je ne pouvais plus continuer à voir comment il traitait ses enfants. Je ne le supportais plus. J'ai tout laissé pour toi et tes enfants. Ma grand-mère ne vit pas dans le luxe, mais elle n'est pas en reste non plus. Elle a sa maison payée, une épargne considérable et surtout, le chalet familial au bord du lac. Ce même chalet que mon père vante depuis des années et qu'il considère toujours comme son héritage. Selon elle, il a même parlé aux jumeaux de Mathieu d'une grande rénovation qu'il prévoyait de faire, comme si la propriété était déjà sienne. Ce chalet doit être entre les mains de quelqu'un qui apprécie ce qu'il représente, m'a-t-elle dit d'une voix fatiguée. Pas entre celles de quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Je me suis assis lentement, traitant chaque mot comme s'ils étaient gravés dans la pierre. Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce qu'il le découvrira bientôt, a-t-elle répondu avec une certitude absolue. Et quand cela arrivera, tu devras être prêt. Et elle avait raison. Je le savais aussi. À cet instant. J'ai ajouté un nouvel onglet au classeur avec le nom levier patrimonial. Je n'avais pas l'intention d'utiliser le testament immédiatement, mais disposer de cette information nous donnait un avantage énorme. Au moment opportun, cela pourrait complètement changer le cours de la situation. Pendant que toute cette tempête émotionnelle se déroulait, quelque chose d'inattendu s'est produit. À mesure que je m'éloignais de ma famille d'origine, d'autres personnes ont commencé à se rapprocher de manière authentique. Les voisins, qui auparavant saluaient à peine, ont commencé à nous inviter à des barbecues et à de petites réunions. Des parents de l'école qui semblaient distants ont commencé à discuter, à montrer de l'intérêt, à inviter Lucas et Eva à des activités extrascolaires. Même Bastien, le propriétaire du café du quartier, a proposé d'organiser une soirée artistique pour parents et enfants, surtout après le succès du spectacle de l'école. Ce soir-là, j'ai appris aux enfants à dessiner des super-héros pendant que les parents discutaient tranquillement. Eva a mis une cape improvisée et m'a baptisé Capitaine Crayon. Lucas m'a aidé en tenant une feuille de présence comme s'il était mon assistant personnel. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je construisais une véritable communauté, un espace où mes enfants étaient appréciés pour ce qu'ils étaient et non pour ce que quelqu'un attendait d'eux. Lorsque la date du procès a commencé à approcher, Maître Élodie m'a confié une tâche supplémentaire. Je devais écrire une déclaration personnelle, non pas un argument juridique, mais quelque chose qui venait de l'intérieur. Une déclaration qui reflétait ce que je souhaitais pour mes enfants, la manière dont je voulais qu'ils grandissent et comment tout ce que nous avions vécu nous avait affectés. J'ai passé un week-end entier à y travailler. J'ai laissé les nuits silencieuses et les matins tranquilles me dicter les mots, révisant, barrant et réécrivant. Quand j'ai finalement terminé, j'avais un texte qui semblait authentique. Je ne partagerai pas la déclaration complète, mais il y a eu un paragraphe qui est devenu le cœur de tout. Je ne cherche pas à arracher mes enfants à leur famille. Je cherche à les protéger d'une idée de famille où l'affection est un prix que l'on gagne, pas quelque chose que l'on donne. J'ai grandi en croyant que je n'étais jamais assez bien. Je refuse de laisser mes enfants grandir avec ce même fardeau. Quand Maître Élodie l'a lu, elle a hoché lentement la tête. Cela va être dévastateur au tribunal, a-t-elle dit avec une conviction absolue. Mais même ainsi, au fond de moi, je le savais. Mon objectif final n'était pas de vaincre quelqu'un dans un tribunal. Ce que je désirais vraiment, c'était de transformer complètement ce qui avait permis à cette histoire de se dérouler ainsi.
Je voulais briser ce schéma pour toujours. Je voulais que mes enfants aient la vie que je n'ai pas eue. Et surtout, je voulais que cette fois, l'histoire ait une fin différente. J'avais toujours souhaité que la vérité éclate. Je voulais que chaque mensonge qu'ils avaient raconté sur moi, chaque manipulation, chaque tentative de faire de mon image celle du frère déséquilibré, jaloux ou aigri, soit exposée sans possibilité de discussion. C'est pourquoi j'ai pris une décision finale, calculée et silencieuse. J'ai conçu un site web privé, protégé par mot de passe et accessible uniquement sur invitation. Je l'ai préparé avec un format professionnel simple, sous un titre qui disait simplement un pour mémoire. À l'intérieur, j'ai tout rassemblé, sans épanchement, sans accusation, seulement des faits organisés. J'ai inclus des captures d'écran, des photographies, des messages vocaux, des chronologies détaillées, des déclarations de personnes qui connaissaient les faits, des vidéos de Lucas et Eva profitant de la vie que nous avions construite, des images du café où j'avais exposé leurs dessins, des comparaisons des cadeaux de Noël, le contenu de la lettre, les documents de la requête, et même la modification du testament avec des parties cachées mais parfaitement compréhensibles. En haut, j'ai écrit « Vous n'avez pas à me croire, il vous suffit de voir ». Une fois terminé, je l'ai envoyé à tout le monde, tante, oncle, cousin et même à la femme de Mathieu. Et puis j'ai attendu. Pour la première fois de ma vie, ce serait à eux de faire face à la vérité sans que je dise un mot, car elle n'était plus gardée dans ma mémoire. Elle était exposée aux yeux de tous. Ils avaient déclenché une guerre, et je me préparais depuis des années à cesser de jouer en défense. Quand le jour de l'audience arriverait, je n'entrerais plus dans cette salle comme le mouton noir. J'y entrerais comme quelque chose de très différent, le loup qu'ils n'avaient jamais vu venir. 3 jours avant l'audience, alors que j'attendais dans la file pour récupérer les enfants à l'école, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Peut-être un appel automatique ou une tentative de l'avocat de mon père pour négocier, mais une intuition m'a poussé à répondre. Adrien, dit une voix nerveuse. C'était Juliette, ma cousine, celle-là même qui m'avait averti des rumeurs que Mathieu propageait à cette fête du Nouvel An. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des semaines. Tout va bien, ai-je demandé avec prudence. On entendait sa respiration saccadée. Tu dois voir quelque chose. Mais ça ne vient pas de moi. D'accord. C'est bon, ai-je répondu. Vérifie tes emails. Je t'ai transféré des captures de l'ancien chat de groupe de Sylvie. Elle l'a laissé ouvert sur son iPad lors d'une après-midi de jeu avec les enfants. Je suppose que c'était sans le vouloir, mais j'ai vu ton nom. Mon estomac s'est noué. Quel chat? Où se trouvent les amis d'université de Mathieu et quelques collègues. Ils se moquent de l'affaire de la requête et de tes enfants, a-t-elle murmuré. Et Mathieu a avoué quelque chose concernant les cadeaux de Noël. J'ai arrêté la voiture dans le premier espace libre, le cœur battant la chamade. Juliette, qu'est-ce qu'il a dit, ai-je réussi à demander. Il s'est vanté d'avoir convaincu ton père d'acheter les cadeaux destinés à tes enfants, mais de les donner aux jumeaux de Mathieu. Il a appelé ça une revanche pour avoir toujours été le second. Il a dit qu'il voulait voir comment ça t'affecterait, que ta réaction en valait la peine. Je n'ai pas eu besoin de répondre. Elle a compris. Tout est dans les captures, a-t-elle ajouté. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Merci, ai-je murmuré. En ouvrant l'email, la première image était l'entête du chat. Le reste était encore pire que ce que Juliette avait laissé entendre. Ils se moquaient du chant de ma fille. Ils écrivaient que Lucas avait un visage de pleurnichard éternel et Mathieu avait écrit « J'ai dit au vieux exactement ce que voulaient les morveux d'Adrien et il l'a offert aux jumeaux. » On s'est presque mort de rire. Sylvie pleurait de rire. Un autre message disait « Tu crois qu'il arrêtera de se plaindre un jour ? Il pleure d'être le second depuis 96. Il se croyait intouchable, comme si rien de ce qu'il faisait ne pouvait sortir de ce groupe. Mais ils avaient oublié la loi fondamentale de la trahison, il y a toujours quelqu'un qui regarde, et parfois cette personne a encore une conscience. Avec la permission de Juliette, j'ai envoyé les captures à Maître Élodie. Sa réponse est arrivée en 5 minutes. Ils viennent de nous offrir la victoire. Et au passage, ils ont incendié leur propre maison. Le jour même, j'ai tout imprimé et les ajouté au classeur. Puis j'ai mis à jour la page privée en ajoutant une nouvelle section intitulée « Preuve de conversation », avec date, vérification, et sans aucune modification. Le lendemain matin, mon père a appelé.
Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un message vocal est arrivé. Son ton n'était pas habituel. Il ne semblait ni autoritaire ni agacé. Il semblait inquiet. Adrien, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler avant que ça ne dégénère. Je ne savais pas que Mathieu avait dit ces choses. Mais il n'était plus de ma responsabilité de lui expliquer les conséquences. C'était maintenant à son tour de les vivre. Le jour de l'audience, le temps était froid et gris. Céline m'a tenu la main dans le couloir pendant que maître Élodie examinait le classeur avec la précision d'une chirurgienne se préparant pour une intervention. Lucas et Eva sont restés à la maison avec une amie. Nous ne voulions pas qu'ils soient mêlés à tout cela. Mes parents sont arrivés avec 15 minutes de retard. Mon père portait sa veste militaire comme si cet uniforme avait un quelconque poids légal. Mathieu est également venu. Sylvie, elle, a décidé de ne pas venir, peut-être parce que ce n'était pas un événement digne de ses réseaux sociaux. Mon père a évité de me regarder tout le temps. Maître Élodie s'est chargée d'exposer l'affaire. Elle a parlé avec sérénité, avec des données exactes, montrant la séquence de manipulation émotionnelle, d'exclusion délibérée et d'utilisation de cadeaux comme outil de punition. Puis elle a présenté les captures du groupe de chat. La juge a haussé un sourcil. Ceci a-t-il été vérifié? Oui, madame la juge, a répondu maître Élodie. Elles ont été fournies volontairement par un membre du groupe et correspondent à des contacts et des numéros confirmés. Le silence fut total. Mathieu est devenu blême. Mon père m'a enfin regardé, mais je n'avais plus rien à lui prouver. Ma déclaration finale a été la même que celle que j'avais préparée des semaines auparavant. Je refuse que mes enfants grandissent en croyant que l'affection est un prix qu'ils doivent gagner. La juge n'a pas tardé. Requête rejetée. Aucune visite, aucun droit. Elle a même ajouté une note sur le risque émotionnel démontré par les actes malveillants. Cela semblait terminé, jusqu'à ce que Mathieu commette une erreur supplémentaire. Alors que nous nous levions, il a murmuré avec mépris, « Juste pour moi, profite bien du chalet de grand-mère, pauvre type. Tu ne seras jamais comme lui. » Et là, j'ai su qu'il n'avait toujours rien compris. Je me suis tourné lentement. En fait, ai-je répondu sans m'énerver, j'en ai déjà profité. Il a cligné des yeux. Quoi? Nous y étions le week-end dernier. La cheminée fonctionne bien et j'ai réparé le ponton. Son expression s'est déformée. Tu mens. Mon père m'a regardé, surpris. Quel chalet? Céline a posé son bras sur le mien. Elle a changé le testament, a-t-elle clarifié. Il y a longtemps déjà. Je me suis adressé à mon père. Tu as dit à Mathieu qu'il pouvait le rénover, même choisir sa chambre. Tu aurais peut-être dû lire le document en entier. Pour la première fois, ils sont restés tous les deux sans voix. Il n'y a pas eu de cri, seulement l'effondrement silencieux de tout ce qu'ils croyaient contrôler pour toujours. Nous sommes sortis sans célébrer. Nous voulions juste la paix. Les semaines ont passé. Le printemps a pointé son nez. Les arbres ont fleuri. Les enfants n'ont jamais rien su de ce qui s'est passé à l'audience. Ils n'ont jamais vu la méchanceté dirigée contre eux. Et ainsi, nous avons préservé leur innocence. Céline et moi les avons emmenés de nouveau au chalet. Nous avons installé une balançoire, fait griller des saucisses, lancé des pierres dans l'eau. Lucas a attrapé une grenouille et l'a baptisée Capitaine Coas. Eva a inventé une chanson sur les guimauves et l'a chantée en utilisant un bâton comme micro. Nous étions redevenus nous-mêmes, complexes, imparfaits, mais intacts. Au fil des jours, la routine au chalet a commencé à sembler naturelle. Les enfants couraient entre les arbres. Céline s'occupait de petites réparations à l'intérieur de la maison et je me consacrais à réparer ce que je pouvais. Une charnière desserrée, une marche fragile, des détails dont je n'avais jamais eu le temps de m'occuper auparavant. Un après-midi, après que Lucas et Eva se soient endormis après avoir joué sans relâche, je suis sorti sur le porche. L'air frais m'a éclairci les idées. J'ai regardé le ponton fraîchement réparé et j'ai compris quelque chose de simple. Je n'attendais plus que quelqu'un du passé revienne. Je n'avais pas besoin d'explications, ni d'excuses, ni de réconciliation forcée. Mon père a cessé d'appeler. Mathieu n'est plus jamais réapparu non plus, de quelque manière que ce soit, et étonnamment, rien de tout cela ne m'a fait de mal. Au contraire, le silence m'a donné l'espace pour me concentrer sur ce qui comptait.
Ce soir-là, en entrant dans le chalet, j'ai trouvé Céline en train d'arranger une couverture sur les enfants. Elle m'a regardé avec une expression tranquille, sans mots, comme si nous savions tous les deux que nous étions arrivés au même point. Ce que nous avions maintenant était suffisant. J'ai allumé la cheminée et je me suis assis un moment pour observer les flammes. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé et à comment, malgré l'usure, j'avais encore la chance de construire quelque chose de différent, quelque chose de sain, quelque chose à nous. Je n'ai pas gagné une bataille pour leur prouver quelque chose. J'ai gagné une vie qui ne dépendait pas de leur approbation. Et cela, au final, fut la seule chose véritablement libératrice. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.